Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans les chansons de ma vie, un artiste inclassable, chantre d'un argot inspiré d'une tendre gauloiserie, pourfendeur de l'obscurantisme et de la bêtise humaine sous toutes ses formes, un poète qui est entré au panthéon de la chanson française de son vivant, et bien vivant. C'est un jeune homme de 86 ans que nous recevons aujourd'hui en la personne de monsieur Pierre Perret. Bonjour Pierre, comment allez-vous ? Bonjour cher Frédéric, bonjour la foule en délire. Et vous l'entendez, la foule en délire ? Oui. Elle est là, je vous assure. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Les chansons de ma vie, c'est les chansons de votre vie. 5 chansons qui vont comme ça jalonner notre émission et qui ont construit un petit peu votre vie, qui ont été un petit peu comme des petits cailloux du petit poussé tout au long de votre itinéraire. On va parler de votre actualité là, en ce moment. Donc là, vous êtes en tournée pour vos adieux provisoires. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire provisoire ? Ça veut dire que c'est Et qu'est-ce pas que ça veut sûr, dire adieu ? voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire adieu ? Vous pouvez pas nous quitter comme ça, Pierre. C'est impossible. Il y a bien un jour, il faudra que ça s'arrête quand même. Mais bon, peut-être sur scène, ça s'arrêtera en premier. Mais je suis pas prêt d'arrêter d'écrire. Voilà, j'ai toujours envie d'écrire. Et puis vous aurez toujours envie de nous faire rire et de nous faire réfléchir et de nous attendrir. C'est impossible. J'espère pouvoir. Un poète ne prend jamais sa retraite. Ben, je ne vous le fais pas dire. Alors, Pierre Perret, c'est une tournée en ce moment, c'est Aphorisme et Blues, un livre d'aphorismes dont nous allons parler. Vous allez nous en gratifier de quelques petites perles tout au long de cette émission. Pierre, je vous propose de commencer par le commencement. Ça va être long. Qu'est-ce qu'on écoutait chez les Perret ? Qu'est-ce qu'on écoutait chez Maurice et Claudia quand vous étiez petits ? Maurice et Claudia, ce sont vos parents. C'est pas d'hier, hein, quand même, parce que ça remonte à 80 ballets, ça. Oui, bon, 80 oui. printemps. Chez vous, on dit printemps. J'avais 7 ou 8 ans quand... Alors, papa, il chantait toute la journée. Je crois que c'était une vocation un petit peu contrariée. Votre grand-père n'avait pas vu d'un bon œil que votre papa puisse faire l'artiste. Ah, du tout, parce que lui avait été enfant d'artiste et abandonné dans une famille d'accueil. Je ne sais pas si vous voyez quel est l'enfant qui peut être heureux d'avoir été abandonné dans une famille d'accueil. Bon. Donc, il a gardé... et donc, papa, lui, malheureusement pour lui surtout, avait une nature, mais c'était une espèce de rému, c'était vraiment une rondeur. Une nature. Et un type de talent. Et son père lui a dit, de mon vivant, jamais tu monteras sur les planches. Voilà. Et papa, lui, a toujours dit, si un jour j'ai un fils, et si par hasard il a des prédispositions à faire l'artiste, je ferai tout ce que je pourrais. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a fait apprendre le solfège, j'avais 7 ans. En fait, donc vous n'avez pas eu le choix. C'était un petit peu une réparation. J'ai pas eu le choix. Et j'avoue qu'au début, c'est vraiment astreignant. Hein. À 7 ans, 8 ans, le solfège, c'est emmerdant. Ça, je peux vous le dire. Et à quel moment vous êtes aperçu que vous aviez ce don d'attirer l'attention lorsque vous vous mettiez à chanter ou à jouer de la clarinette, parce que je crois que c'était de la clarinette du saxophone. Du saxophone. C'est pour ça que je suis rentré au conservatoire, j'avais 13 ans. Mais moi, je me suis aperçu de rien, parce que au conservatoire à Toulouse à l'époque, je faisais mes études bien. Le prof était content de moi, mais moi, je m'emmerdais un peu. Et j'ai connu des copains qui, eux, étaient en classe de déclamation. Ils faisaient du théâtre. Et comme le peu de fois où on se rencontrait tout à fait par hasard avec eux, moi je déconnais tout le temps. J'ai tout le temps pratiqué la dérision totale et tout ça. Mais vous avez été livré avec. Oui, oui, absolument, parce que au café de mes parents où j'ai été élevé dans cette ambiance-là, c'était ça toute la journée. Donc, de nature très curieux et les oreilles grandes ouvertes, il était obligatoire que ça débouche là-dessus. Donc, quand mes copains au conservatoire m'ont dit « Mais pourquoi tu viens pas avec nous ? On continuerait à déconner, comme ils m'ont dit, en classe de... » Mais j'ai dit « Où ? Mais nous, on fait du théâtre. » J'ai dit « Mais moi, je veux pas faire de théâtre. » Je fais du saxophone. Mais je fais déjà du saxophone et du solfège. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire du théâtre, pour être avec eux, quoi ? Ben, il me dit, tu prépares une fable
de La Fontaine, par exemple. Et tu passes l'audition. Tu récites ça, tu passes une audition, tu verras bien. Et j'ai raconté Le loup et le chien. J'avais un accent... Un accent toulousain terrible. Et ça les a tellement fait rire. Et j'ai été admis dans la classe de comédie, donc au conservatoire. Et c'est là où vous vous êtes dit, tiens, les planches, ça me branche. Les planches, il y a quelque chose à faire là. Non, C'était vraiment pour être avec mes copains. Je m'en foutais complètement. Moi, je prenais tout comme ça. Ça m'était égal. Vous savez, le dénominateur commun de ce genre d'initiative, c'était de faire plaisir à papa. Parce que lui, il en rêvait. Je voyais tellement son rêve se réaliser, et moi, ça me touchait pas. Ça m'emmerdait parce que le solfège, je vous répète, c'était emmerdant. Astreignant. Mais à côté de ça, j'étais assez doué. Et le prof de musique a dit, il est doué ce petit, il faudrait peut-être le faire rentrer au conservatoire. C'est là qu'il m'a fait présenter au conservatoire. Et pour faire plaisir à papa, quel type d'élève vous étiez au lycée? Un déconneur ou un élève très sage qui faisait bien ses devoirs? Un déconneur. Un vrai déconneur. Alors, justement, vous qui avez passé votre temps à déconner, on a l'impression que votre enfance a quand même été assez joyeuse. Savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 écoles qui portent votre nom. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Savoir qu'il y a des gamins. Ça m'amuse. Mais c'est pas un gage d'austérité que d'avoir 32 ou 3 écoles à son nom. Au contraire, je suis très fier de ça, très heureux de ça. Si une seule chose m'a rendu heureux dans ma vie, professionnellement, j'entends, c'est ça. Ça, j'ai eu tous les honneurs, on m'a tout donné. Oui. J'ai jamais rien demandé, mais j'ai eu tout. Mais ça, alors là, ça, j'avoue que quand on regarde son nom au fronton de l'école, là-haut, comme ça... C'est votre bâton de maréchal, ça. Oui, c'est beau parce que ça laisse une trace. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, dans les écoles, ils apprennent les textes. Ces enfants font des digressions sur mes chansons, sur Mon petit loup, sur La cage aux oiseaux, sur Lily, etc. Les chansons... On y apprend la liberté d'expression. C'est ce qui vous rend le plus fier, ça, Pierre, aujourd'hui, ça, de savoir que vos textes sont étudiés à l'école? Oui, il y a déjà un moment, mais ça me touche vraiment, ça. Oui, ça, je suis sensible à ça. Voilà. Alors Pierre, je le disais, le principe de cette émission, c'est vous qui faites le programme. Parmi les chanteurs que vous nous avez, et les chansons que vous nous avez demandé d'entendre, il y en a une qui est étudiée à l'école maintenant. Et le pauvre, s'il savait aujourd'hui qu'on étudiait ces textes à l'école, c'est Bobby Lapointe avec Avanie et Framboise. Oui, il le méritait. Alors, Bobby Lapointe, vous disiez, vous aviez déclaré, il nous a quittés en 1971, vous disiez, lui, c'est mon frère. Oui. Vous l'avez pris souvent en première partie. Oui. Parce qu'il galérait, J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui, mais peut-être pas assez, parce que le malheureux, il n'a pas pu décoller avant de nous quitter. Et c'est dommage pour lui, parce que j'avais beaucoup de respect pour ce garçon humainement. C'était un type très généreux, qui se prenait pas du tout au sérieux, et qui avait un talent certain d'humoriste, il avait beaucoup de finesse en lui, et vraiment, c'est le type dont j'ai jamais vu quelqu'un être capable de se moquer de soi comme lui. Et vous dites en même temps, j'ai retrouvé certaines déclarations de vous dites, j'ai très vite compris qu'il allait en chier. J'ai très vite compris qu'il allait ramer tellement son univers n'était pas en phase avec l'époque. Oui, parce qu'on n'était pas assez surréaliste à l'époque pour rentrer chez lui, dans son univers. Et lui était tellement... c'était une poésie éthérée, surréaliste et folle, toujours au 3e degré. Il y a peu de gens qui rentraient dans son univers. Mais Pierre, je ne veux pas du tout vous faire rougir, mais c'est pas la première fois que vous avez aidé des collègues un peu moins chanceux. Je sais que vous avez produit des artistes pour lesquels vous aviez... Oui. Je pense à Henri Tachant, notamment, oui. que vous avez produit. Je pense à Romain Didier, que vous avez produit aussi. Oui. Vous aimez parfois, de temps en temps, comme ça, mettre votre potentiel et tendre la main à des gens dont vous sentez que il manque pas grand-chose, mais ce métier de producteur, ça vous rend heureux? Ça m'a rendu heureux parce que c'est des gens que j'aimais. Je n'aurais jamais produit des gens que je n'aimais pas. Mais il y a un garçon qui s'appelle Jean-Claude Rémy, par exemple, bien sûr, que vous qui avez a fait des aussi. chansons magnifiques. Mais malheureusement, il préférait la pêche sous-marine. Un jour, il a dit, moi, je m'en fous.
Les planches, ça m'intéresse pas. Il est parti chasser le mérou. Bon, il est allé faire chier les mérous à l'autre bout du monde et il a loupé une carrière qui eût pu être très luxuriante pour lui. Je le regrette pour lui, par exemple. Pour en revenir à Bobby Lapointe, que nous allons écouter tout de suite, donc à Vanille et Framboise, il vous a aussi donné, je crois, une grande leçon de courage. C'est-à-dire que je crois savoir que lors de ses derniers passages avec vous, à Bobino, il était terriblement malade. Oui. Il venait, il était là, il montait sur scène. Ça a été une forme pour lui de thérapie. On a demandé l'autorisation à son cancérologue à l'époque. J'ai dit, si je le prends avec moi à Bobino, il m'a dit, c'est le plus beau cadeau de la vie que vous lui ferez, parce que c'est même pas sûr qu'il termine son mois avec vous. Et il a terminé le mois avec moi, mais il y a eu un truc abominable, c'est que il venait, il était toujours au théâtre 2 heures avant tout le monde. Et je lui dis, mais Bobby, comment tu viens, d'abord? Ben, je viens avec ma voiture. Et je lui dis, mais dans ce putain de quartier pourri, là où tu la fous, ta voiture? Rue de la Gaîté. Oh, je m'en fous. Je la mets sur le trottoir. De toute façon, je ne serai plus là pour payer les contredanses. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, quand tu entends ça, tu vois... L'humour jusqu'au bout. Oh oui, terrible, terrible. Je vous propose qu'on l'écoute, Pierre. À Vanille et Framboise, Bobby Lapointe. À Vanille et Framboise, Bobby Lapointe, les chansons de ma vie, les chansons de la vie de Pierre Perret. Pierre, au début, vous n'aviez pas du tout envie de chanter, vous? Non, non, pas du tout. C'est quasiment... c'est Canetti au départ avec Boris Vian. Et Jacques Canetti, on va préciser pour nos auditeurs, ça a été le plus grand découvreur de talent des années 50. C'était le patron des Trois Baudets, le patron de la maison Philips, et des disques là où enregistrait Georges, et Georges Brassens. Et moi, je l'ai connu bien avant qu'il écoute une de mes chansons. Parce que j'allais au Trois Baudets tous les soirs avec Georges quand il y chantait. Et c'est là que j'ai connu Pupchen. Son épouse, sa compagne, et bon... Oui, et pas son épouse, puisqu'il ne l'a jamais épousée. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Oui, absolument. Et c'est à cause de ça qu'un jour, j'avais connu une fillette qui s'appelait Françoise Maquenot, oui, qui s'est fait appeler plus tard Sophie Maquenot. Qui a écrit de très très jolies chansons, notamment pour Charles Dumont. Oui. Et donc, vous l'accompagnez, vous étiez son guitariste. J'étais pas son guitariste, j'étais son auteur, compositeur. C'est moi qui lui ai fait les chansons qu'elle chantait. Mais vous l'accompagnez en même temps sur scène? Ah bah oui, parce qu'elle savait pas s'accompagner, bien sûr. D'accord. Non, donc, que vous écriviez les chansons, ça je savais, mais en plus vous veniez payer de votre personne, quoi. Ah ben j'ai fait tout le boulot, pardi. Je lui ai écrit, parce que elle m'a dit un jour, elle était au cours Simon, elle faisait du théâtre. Tu sais, j'ai plus envie de faire du théâtre. Elle me dit, je veux chanter. Alors, je lui ai dit, ben, c'est une bonne idée. Et j'ai dit, mais tu vas chanter quelle chanson? Ah ben les tiennes. J'ai dit, attends, quelle les miennes? Mais moi, j'ai jamais écrit une chanson de ma vie. Oui, mais tu vas m'en écrire. C'est génial. En fait, c'est elle qui vous a... Ah, complètement, oui. Elle m'aurait pas dit ça, jamais j'aurais écrit. Mais j'ai dit, mais comment veux-tu que j'écrive une chanson? Elle me dit, écoute, de Desnos à Prévert, en passant par Éluard, et tu as un premier prix de conservatoire de musique. Oui. Alors, quand on a lu les poètes, et qu'on est poète soi-même, et qu'on est musicien, la première des manifestations, c'est de savoir écrire une chanson. Mais j'ai dit, mais j'ai jamais essayé. Ben, elle me dit, tu vas le faire. Et c'était un sacré défi amoureux aussi. Et il y a que, à cause de ça, parce que c'était une provoque un peu, bien sûr, que j'ai écrit 4 ou 5 chansons. Je ne savais pas si je serais capable d'écrire une chanson, donc j'ai écrit 4 ou 5 chansons, et c'est elle, plus tard, quelques jours plus tard, qui a dit à Pupchen, Pierre m'a écrit 4 ou 5 chansons, mais maintenant, on ne sait pas où les faire écouter. Si vous connaissez un cabaret avec Georges où on pourrait se faire écouter.
Et Pupchen a dit à Georges, Pierre a écrit des chansons pour la petite, là, où on peut les envoyer. Et c'est lui qui a dit, il n'y a qu'à les envoyer chez Socrate, et il verra bien. Et Socrate, c'était Canetti, il l'appelait Socrate. Et donc, on est allé à cette audition. Devant le grand Jacques Canetti. Devant le grand Jacques Canetti, qui était avec 2 ou 3 autres, son épouse d'ailleurs, et 2 ou 3 autres personnes que je connaissais pas, comme jury. Et la salle était vide, il y avait que devant. Et donc, moi, quand j'y suis allé... Pas impressionnant du tout, quoi. Mais moi, j'avais rien à faire. J'avais un copain pianiste qui lui accompagnait mes chansons. C'est ça, donc il avait fait un arrangement piano de vos œuvres, d'accord. Voilà. Et ils l'ont fait auditionner, mais tous les gens, il y avait une 60aine de gens qui devaient être auditionnés. On en avait déjà entendu peut-être une 30aine. Et chaque fois qu'il y en avait un qui arrivait sur scène, il disait la prairie est verte et le ciel est bleu. Oui, très bien, on vous écrira. Enfin, le fameux, on vous écrira. Et ça durait en général un couplet dans le meilleur des cas. C'est cruel, c'est cruel. Alors, moi, j'étais dans la salle, je disais, mais que tu es con. Comment tu as pu te laisser aller à croire que tu saurais faire une chanson? J'étais, mais je me cachais dans la salle et j'étais tout seul. Je n'allais pas me cacher, j'étais dans le noir. Mais j'avais honte. Et quand arrive son tour, j'avais le cœur qui battait. J'ai dit, alors, je me traitais de tous les noms. Abruti, imbécile, qu'est-ce que tu fous là? Et allez-y, mademoiselle. Et elle arrive au bout de sa chanson. Elle chante toute la chanson. Bon signe. Et à la fin de la chanson, moi j'étais derrière le jury à 10 mètres et j'entends « Mademoiselle, est-ce que vous auriez une autre chanson ?» Ah là. Elle dit « Oui, monsieur. » « Vous pouvez nous la chanter ?»« Oui, monsieur. » Elle chante une 2e chanson jusqu'au bout. Je dis « C'est pas possible, ça. » Et à ce moment-là, à la fin, il y a une voix qui n'était pas celle de Canetti, que je ne connaissais pas, qui dit « Mademoiselle, vous avez d'autres chansons comme ça ?» Elle dit « Oui, j'en ai 5. Chantez-nous tout. » Elle a fait le récital. Et elle a fait... L'intégrale de Pierre Perret. L'intégrale de Pierre Perret, parce qu'il n'avait pas fait autre chose de sa vie. Et à la fin, est-ce que vous pouvez nous attendre, mademoiselle, dans le hall, s'il vous plaît, à la fin? C'est bon signe, là. Oui, monsieur. Dans le hall, à la fin, Canetti, que je connaissais, moi, lui dit « Mademoiselle, c'est vous qui avez écrit ces chansons ?» Elle dit « Non, c'est un jeune auteur, mais qui est très timide. » Et moi, j'étais dans la salle encore, j'avais pas osé sortir. Et elle dit « Vous pouvez l'appeler ?» Oui, bien sûr. J'y vais, et je viens à Monsieur Canetti. « Bonjour, Monsieur Canetti. C'est vous qui avez écrit ces chansons, magnifiques. » Vous aviez quel âge, là, Pierre? 20 ans et 21 ans? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Et à côté, il y a un monsieur, à côté de lui, qui me dit « C'est toi, petit, qui a écrit ces chansons ?» J'ai dit « Oui, monsieur. » Et il me dit « Écoute, je dis pas souvent ça, je l'ai même jamais dit, mais toi, il faut que tu continues. » J'ai dit « Merci, monsieur. » Et il dit « Arrête, monsieur. » Il dit « Moi, je m'appelle Vian, Boris pour les dames. » le grand, l'immense Boris Vian que vous avez choisi dans votre programme. Et de Boris Vian, vous avez choisi la chanson Le Déserteur. Oui. Vous saviez que cette chanson avait eu 2 fins? Oui. Et racontez-nous ça, alors. Oui, mais moi, j'ai pas connu la 2e fin, mais c'est Mouloudji qui l'a chanté en premier, je crois. Oui. Et Mouloudji n'a pas osé dire la vraie fin. La première fin, c'était « Si vous me poursuivez, voilà. Prévenez vos gendarmes que voilà. j'emporte des armes voilà. et que je sais tirer. » Voilà. Et c'est Mouloudji qui lui a dit « Tu peux pas faire une chanson antimilitariste et mettre ça à la fin. »
Exactement. Et c'était bien mieux la fin, la vraie fin. Celle qui est restée. Dites aux gendarmes et qu'ils pourront tirer. On pourrait qualifier comment votre rapport avec Boris Vian? C'était quoi ce rapport? C'est un rapport d'admiration réciproque? C'était quoi? Ben oui, parce que le peu que je connaissais de lui, pour moi, c'était béton. J'avais lu, je sais plus quoi à l'époque, les Cubes des jours, je me souviens plus. Mais et puis en plus, je connaissais sous sa plume de Sullivan, Vernon Sullivan. Allez cracher sur vos tombes. J'irai cracher sur vos tombes. J'irai cracher sur vos tombes. Et moi, c'était l'admiration. Puis je savais que c'était un fou. Il pouvait que me plaire davantage parce que il était quand même baigné de surréalisme et que il était bien agité quand même, lui, et ça pouvait que me plaire, hein, c'est sûr. Et puis vous aviez autre chose en commun, l'éclectisme. Pierre, vous écrivez des livres de cuisine. Oui, mais je ne le savais pas encore. Moi, j'étais création zéro. Oui, enfin, je venais de faire 4 chansons qu'il avait remarquées à cette audition, c'est tout. Mais moi, je ne savais pas de quoi je serais capable par la suite. Et même si je continuerais, j'en savais rien. Il avait dû sentir chez vous quelque chose. Et justement, quand comme ça, au détour d'une audition où vous ne venez même pas chanter, il y a un monsieur comme Jacques Canetti, un monsieur comme Boris Vian qui vous disent il faut continuer. On se sent des ailes à ce moment-là, quand on ressort, on marche à 10 cm du sol. Non, j'ai dit ils sont barjots. J'y croyais pas du tout. J'ai dit mais non, ils sont fous. Ils sont fous. Je sais pas comment j'ai fait ces chansons. D'ailleurs, je savais même pas comment j'avais fait ces chansons. Mais lui, il l'avait senti. Je vous propose, Pierre, dans les chansons de ma vie, votre programme, on va écouter cette magnifique chanson, Le Déserteur, interprétée par votre ami Boris Vian. Une des rares chansons que j'aurais aimé écrire. Une des rares ? Oui. Alors, on l'écoute avec un immense plaisir. Le Déserteur, le choix de Pierre Perret dans les chansons de ma vie, les chansons de votre vie, Pierre. Pierre, vous le savez, on est sur Radio J, on est sur une radio cultuelle. Oui. Vous avez été élevé dans une tradition religieuse ? Non, comme tous les enfants, ou beaucoup d'enfants en France, j'étais religieux, j'étais baptisé, on faisait la communion, et puis voilà. Et puis après... ceux qui voulaient se marier à l'église, se marier à l'église. Mais j'ai jamais été dans une famille où on allait à la messe, aux vêpres et tout ça. C'était bon. C'était pour faire plaisir à tout le monde. On était catho, parce que catho, voilà. Et dans votre vie d'adulte, la religion a continué à garder un rôle, ou vous êtes complètement éloigné de tout ça ensuite ? Ah, c'est pas ça, c'est que... j'ai écrit une chanson dans ma vie qui s'appelle Au nom de Dieu, oui, où j'ai dit ce que je pensais des dégâts que les religions pouvaient engendrer. C'est pas la seule d'ailleurs, où vous pourfendez l'intégrisme religieux, c'est pas la seule chanson. Non, je pense que les cathos n'ont pas l'exclusivité des dégâts que ça a pu provoquer, parce que bon, toutes les religions pour moi ont une seule vertu, c'est de rendre heureux les gens qui y croient, mais pas de les rendre agressifs, oui, en s'imaginant que ils détiennent la vérité. C'est la seule qui est la vraie pour eux. Et effectivement, chacun a sa vérité et sa religion, et quitte à se faire fracasser le crâne sur place, il y en a pas un qui changera d'avis. Donc, à partir de là, ça devient très suspicieux pour moi, et c'est à partir de ça que je me suis vu l'intégrisme de toutes les religions, que je me suis posé des questions très tôt, et que très tôt, ça a été une espèce de repoussoir, de rejet total total pour moi. Tellement je suis pour la non-violence totale, voilà quoi. Pierre, aujourd'hui, chanter sur scène une chanson comme La femme grillagée, enregistrer sur l'un de vos derniers disques une chanson comme Pédophile, faut avoir un certain courage pour chanter ça. Vous avez reçu des menaces après ces chansons-là ? Vous vous êtes senti en danger ? Des menaces, des lettres d'insultes, etc. J'en ai reçu toute ma vie.
je suis habitué à ça, mais c'est pas ça qui me fait dévier une seconde de ce que j'ai envie d'écrire. Et je me suis jamais dégonflé d'écrire ce que j'avais sur le cœur jusqu'à présent. Bon, et s'ils veulent me tuer, ils me tueront. Mais ça, je m'en fous. Je veux dire, j'ai fait le plus gros. Mais je trouve qu'il faut, si on a une seule vertu dans la vie, c'est d'être fidèle à soi-même, à ses convictions. Et ça vous chagrine aujourd'hui de voir, et j'imagine que ça doit vous atterrer, de voir qu'aujourd'hui on ne peut plus rire de tout. Je suis pas sûr, si on reprend votre chanson Le Zizi, lorsque vous parlez du zizi du rabbin, le zizi du juif cossu, qui mesurait le tissu. Et celui du juif cossu et qui mesurait le tissu, je suis pas sûr qu'on pourrait chanter ça aujourd'hui à la radio. Il y a des juifs qui savent rire d'eux-mêmes aussi. Et partout, je veux dire, tous les travers de toutes les ethnies, de tous les tempéraments, des femmes, de tout. J'ai pris la cause des femmes dans 50 chansons, oui, en les défendant contre vents et marées, et je me suis moqué des femmes aussi, parce que bon, ça fait partie de la vie. Et il faut savoir. Vous irez jusqu'au bout. Oui. Pour fondre cette connerie-là. Oui. Ça, personne ne vous arrêtera. Ben non. À part ma femme, des fois, mais des fois, je lui dis pas tout. Vous êtes déjà allé chanter en Israël ? Eh ben non, malheureusement, je regrette, parce que ça m'aurait plu, oui. Je sais qu'en plus, là-bas, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, et tout le monde n'est pas susceptible. Vous recevez, je crois, en 1977, le prix de la LICRA pour une chanson qui s'appelle Lily, une chanson qu'on apprend dans les écoles aujourd'hui. Je l'ai eu 2 fois, je vous signale. Vous ne le saviez peut-être pas. Ah, moi, j'étais resté à Lily. Et ben, quelques années plus tard, je l'ai eu pour La Bête Herbenue. S'il y en avait une autre qui le mérite, dont je pensais que vous auriez pu recevoir le prix, je pense que je suis un des seuls à avoir eu 2 fois le prix de la LICRA. Et ça, j'en suis fier, voilà.